Salam à tous, c'est le professeur Khalaf. Aujourd'hui, je vais vous présenter un cours sur les néphropathies vasculaires. C'est un cours qui est destiné aux externes 5e année, module de néphrologie. Donc, on va commencer à définir. Donc, les néphropathies vasculaires regroupent des maladies hétérogènes, caractérisées d'abord par deux choses. Soit c'est une atteinte des vaisseaux rénaux selon la localisation artérielle, d'abord des gros vaisseaux, puis on va parler des petits vaisseaux, et ou là, selon la vitesse d'évolution d'atteinte rénale. Donc, le classement des néphropathies vasculaires selon l'évolution. Donc, d'abord, on va commencer par les néphropathies vasculaires aiguës ou rapidement progressives. Donc, on va parler des MAT, de l'HTA et de la néphrongiosclérose maligne, des emboles de cholestérol, de cristaux de cholestérol, de l'occlusion aiguë d'une ou des artères rénales, qui sont responsables d'infarctus rénal, de PAM ou de crise aiguë sclérodermique. Mais on ne va pas détailler le tout. Ou bien, c'est des sténoses vasculaires évoluant sur un mode chronique, généralement soit c'est des anciennes maladies ou des anciennes néphropathies vasculaires aiguës qui évoluent sur un mode chronique. Donc on va parler de la sténose de l'artère rénale, de la néphrongiosclérose bénigne, mais on cite aussi le syndrome des antiphospholipides. Donc les néphropathies vasculaires, donc vous voyez très bien ici avec le stylet. Donc ça c'est l'aorte abdominale. Donc là c'est l'artère rénale, ça c'est l'artère interlobaire, ça c'est l'artère arquée et ça c'est l'artère interlobulaire. Donc on va commencer artère par artère. Donc il faut savoir que les néphropathies vasculaires aiguës représentent 10% des néphropathies vasculaires. Elles sont classées selon le calibre. Donc les grosses artères telles que l'artère rénale, donc c'est la sténose de l'artère rénale secondaire donc à des sténoses qui peuvent donner même des thromboses et des dissections. Les artères interlobaires qui sont environ de 100 microns, même les artères arquées qui sont un peu plus bas, donc 70 microns, ils peuvent donner donc des lésions d'ischémie et d'infarctus en aval. Par contre, les artères interlobulaires, donc qui sont plus fins, donc environ à 50 microns, ainsi que les artérioles et les glomérules capillaires, là on peut avoir tout ce qui est microangiopathie, c'est-à-dire embole de cholestérol, HTA maligne, néphrongiosclérose maligne, les MAT, la sclérodermie, les vascularites, c'est-à-dire que ce soit des vascularites de type 1, de type 2, de type 3. D'accord? Mais l'artériosclérose, elle touche tout ce qui est, c'est-à-dire des artères un peu plus épais, telles que la néphrongiosclérose bénigne touchant qui touche donc l'HTA essentiel et même les HTA secondaires, mis à part l'HTA d'origine rénale. Quelles sont les caractéristiques communes? Généralement, c'est une insuffisance rénale aiguë ou rapidement progressive avec une taille des reins qui est tout à fait normale. Et le signe le plus essentiel, c'est une HTA maligne. On ne retrouve pas de syndrome glomérulaire ou de syndrome œdémateux. Donc là, il n'y a pas une protéinurie variable, sauf s'il y a une HTA ancienne. Il n'y a pas de leucocyturie, il n'y a pas d'hématurie, sauf s'il y a un infarctus rénal et c'est une hématurie macroscopique. Et il y a une insuffisance rénale rapidement progressive. Donc les néphropathies vasculaires aiguës se divisent en deux. Donc soit ça touche la macrovascularisation, c'est les sténoses des artères rénales ou thrombose ou dissection, ou ça touche la microvascularisation, on va parler d'embole de cholestérol, d'HTA maligne et de microangiopathie thrombotique. On va commencer par la microvascularisation. Donc c'est les emboles de cholestérol, l'HTA maligne et les MAT. D'abord, les emboles de cholestérol, c'est un sujet âgé athéromateux. Donc, généralement, il y a des circonstances déclenchantes. Soit c'est un traitement anticoagulant ou thrombolytique qui a dû efforcer l'athérome à se déplacer, ou bien secondaire un geste invasif, une artériographie réalisée quelques jours à plusieurs semaines avant l'apparition des premiers signes. La conséquence, c'est quoi? C'est une migration de ces cristaux qui va donner en aval une ischémie et une réaction inflammatoire tout autour du vaisseau. Donc ça, c'est l'évolution de cet athérome, donc qui va aller migrer au niveau de la circulation sanguine et aller au niveau de la microvascularisation rénale.
Donc, le diagnostic, c'est quoi cliniquement? Donc, la symptomatologie est décalée de quelques jours ou quelques semaines après le facteur déclenchant. Donc, il y a un temps de latence. La tête est plutôt cutanée, c'est des livédos des membres inférieurs ou blue toy, c'est-à-dire c'est un orteil qui est bleu, avec une insuffisance rénale aiguë, une HTA maligne. Autre atteinte, donc ophtalmologique, donc ça peut aller donc d'une rétinopathie hypertensive stade 3 à 4 voire l'œdème papillaire, ou bien un AVC ou un AIT, donc un infarctus mésentérique, etc. Donc sur le plan paraclinique, il y a une insuffisance rénale aiguë de profil organique, hein, avec un syndrome inflammatoire, un complément qui est consommé, plus ou moins une hyperéosinophilie. Et sur le plan cutané, donc c'est un livédo. Les lésions donc, cutanées, donc de biopsie cutanée ou bien rénale, on retrouve donc une occlusion, une occlusion donc artériolaire avec des fantômes biconvexes, c'est-à-dire là c'est des dépôts donc de cristal, de cristal de cholestérol, et il y a une réaction tout à fait inflammatoire. D'accord? Donc c'est une artérielle complètement thrombosée. Donc, le traitement, c'est quoi? Il faut craindre, c'est surtout préventif, hein, il faut toujours craindre des anticoagulants, les explorations endovasculaires invasives chez un patient qui a des facteurs de risque, avec un ancien athéromateur, avec des anciennes antécédents cardiovasculaires, avec une hypertriglycéridémie, une hypercholestérolémie, des facteurs de risque. Donc, faire très très attention à ces gestes invasifs et à ces anticoagulants qui pourraient déplacer ces emboles. Donc le traitement est principalement symptomatique avec le traitement antihypertenseur et le traitement des complications de l'IRA. Donc deuxièmement, on va parler de l'HTA maligne. L'HTA maligne, c'est une hypertension artérielle définie par une hypertension artérielle diastolique de plus de 130 mm de mercure, avec un retentissement donc rétinien, donc rétinopathie, AVC ou encéphalopathie, cardiaque, insuffisance ventriculaire gauche, et rénale, insuffisance rénale rapidement progressive. Biologiquement, c'est une insuffisance rénale avec une protéinurie, parfois de type néphrotique, hein, en cas de néphrangioschlérose maligne associée. Parfois, on trouve des lésions de MAT, c'est-à-dire il y a la thrombose qui se fait avec les plaquettes qui forment sur la petite sténose, les plaquettes qui vont former une thrombose associée donc à des schizocytes, c'est-à-dire les globules rouges qui viennent et qui effleurent ce thrombus, donc ils vont s'éclater, avec un hyperaldostéronisme donc secondaire qui s'associe bien sûr une hypokaliémie, une alcalose métabolique. L'évolution, donc, elle se fait en quelques jours à quelques semaines. D'accord? Donc là, c'est un rein qui est complètement... donc il y a des lésions d'ischémie bleuâtre qui montrent qu'il a été atteint de thrombie artériolaire avec nécrose fibrinoïde et une réaction inflammatoire tout autour. On peut retrouver même quelques lésions de fibrose interstitielle, mais ça on le voit surtout dans l'HTA, donc dans la néphrangioschlérose bénigne.
Donc, la physiopathologie de cette HTA maligne, c'est quoi? Quand il y a une sténose serrée et d'une manière maligne, la réponse après de cette hyperpression, c'est une natriurèse. La natriurèse, elle va donner une élimination d'eau, donc par la voie urinaire, et ça va nous donner une hypovolémie. Donc l'hypovolémie, qu'est-ce qu'il va y avoir? Donc quand le rein il va sentir qu'il y a une hypovolémie, même le système sympathique, ils vont aller stimuler la corticosurrénale pour synthétiser de l'aldostérone, réabsorption d'eau et de sodium qui vont aggraver encore cet HTA. Donc en tout et pour tout, donc on va avoir donc l'aldostérone qui va stimuler la pénétration, la réabsorption de sodium et l'élimination du potassium et la réabsorption de bicarbonate. Donc on va avoir une hyperaldostéronisme secondaire qui s'associe à une réabsorption d'eau et à une alcalose métabolique. Sur le plan rénal, on voit qu'il y a là, donc il y a un thrombie qui s'est fait. Là, il y a une nécrose fibrinoïde et il y a une inflammation périvasculaire. Ça, c'est une grosse artère lors d'une ponction biopsie rénale secondaire à une HTA maligne. Mais on peut voir aussi une HVG, des lésions de leucoencéphalite avec un œdème papillaire au fond d'œil. Donc, les étiologies, donc, dans les 2 tiers des cas, c'est une HTA essentielle qui a été négligée, où le patient il a arrêté son traitement, où il y a une prise d'œstroprogestatif chez les femmes. Donc, HTA donc, peut être donc, secondaire dans le tiers des cas, secondaire à une sténose de l'artère rénale, donc à rechercher systématiquement par un Doppler, ou bien une GNC, en particulier les néphropathies à IgA qui sont très très hypertensives, ou bien une sclérodermie. Le traitement, donc c'est le contrôle tensionnel. Dans ces cas-là, dans l'HTA-MAI, il ne faut pas baisser la pression artérielle donc de plus de 25% par rapport aux premières heures. Donc il ne faut pas chercher à normaliser sa tension artérielle parce que c'est des patients qui ont une artériosclérose généralisée, ils risquent de faire un AVC hémorragique et éclater même les vaisseaux. Donc à la phase initiale, on met de la nicardipine par voie intraveineuse. Donc il faut mettre un cathéter central parce que le nicardipine est vénotoxique soit par des bolus ou bien à la seringue électrique. En phase d'entretien, donc il faut donner des IEC pour aller diminuer cette pression au niveau de l'artériole efférente. Le contrôle de la volémie, donc évaluation de la volémie, donc elle est indispensable. Donc elle doit être corrigée rapidement par administration de NaCl par voie intraveineuse pour contrôler bien sûr la perte de sodium par voie urinaire. Les diurétiques par contre ils sont contre-indiqués sauf en cas d'insuffisance ventriculaire gauche qui sont associés aux dérivés nitrés. La microangiopathie thrombotique, donc en 3e lieu, c'est quoi cette microangiopathie thrombotique? Ce sont des thrombies, ce sont des lésions endothéliales avec dépôt de thrombie, formation d'un thrombie. Pourquoi cette formation de thrombie? C'est les facteurs donc, de régulation de la dégradation de ce thrombie sont dépassés. Ou bien il y a des anomalies au niveau de ces protéines qui luttent contre la formation du complexe d'attaque qui va aller donner de la thrombose. D'accord? Donc, il est dépassé. Donc, ce système qui est activé continuellement quand il y a une infection extérieure. Du coup, donc, il y a une formation de thrombie autour de cette lésion endothéliale. Et il y a cette cascade de globules rouges qui vont lutter, qui vont aller écorcher ce thrombie et ils vont donner des schizocytes. Donc on aura une anémie qui est hémolytique avec des thrombies, comme conséquence, on aura des thrombies fibrinoplaquettaires avec obstruction des microvaisseaux et nécrose en aval. Et même nécrose fibrinoïde au niveau de l'artériole elle-même et en aval aussi des glomérules. Donc là, on voit donc un thrombie avec une obstruction donc, des microvaisseaux. Donc,
L'expression clinique, c'est des thrombies intraluminaux. Donc, vous voyez bien le vaisseau ici. Donc, il y a des thrombies, il y a des plaquettes qui s'écorchent au niveau de la cellule endothéliale, carrément, qui obstrue. Les globules rouges qui viennent ici, ils vont écorcher donc, ce thrombie et ils vont aller se transformer en schizocytes. L'expression clinique, donc il y a une thrombopénie par consommation, une anémie hémolytique mécanique avec une ischémie en aval. Donc, thrombopénie périphérique de consommation, une anémie hémolytique avec augmentation des LDH, une apto qui est même indétectable avec augmentation de la bilirubine libre par éclatement des globules rouges. Mécanique, donc on va retrouver donc au frottis sanguin présence de schizocytes et un test de Coombs qui est négatif. Donc, il y a une même symptomatologie pour le purpura, donc thrombotique, thrombocytopémie, mais là, quand on dose la dame stress, il est inférieur à 10%, alors que dans le CHU, il est tout à fait normal. Donc, cliniquement, donc c'est une anémie hémolytique mécanique avec IRA, des thrombies artériolaires et des thrombies des capillaires glomérulaires avec même nécrose. Donc, nécrose fibrinoïde. Du coup, la PBR, elle est vraiment contre-indiquée parce qu'il y a une thrombopénie, il y a une HTA maligne. Généralement, on fait très rarement une biopsie. La clinique, elle est très évocatrice et c'est juste pour avoir un diagnostic clair quand on doute du diagnostic. Donc là, on voit très bien présence d'un œdème sous-endothélial, là, très bien, associé à une turgescence endothéliale. Donc on voit ici avec une flèche donc noire, là. Des thrombies de fibrine, là. Et il y a une hyperplasie des myocytes tout autour de l'artériole. D'accord? Très évocatrice du syndrome hémolytique et urémique. Les étiologies, donc la forme la plus fréquente de syndrome hémolytique et urémique, c'est les secondaires à une infection à l'Escherichia coli et c'est l'apanage de l'enfant. Donc elle est liée à une toxine sécrétée par l'Escherichia coli, c'est la chigatoxine. Cause alimentaire, prise de viande hachée mal cuite, c'est généralement les hamburgers. Et c'est généralement des épidémies, des épidémies qu'on voit chez les patients, chez des enfants qui prennent du hamburger sur viande hachée, contaminée et mal grillée. Le plus souvent, donc, c'est les enfants entre 1 et 5 ans, première cause d'IRA organique chez ces enfants-là. C'est une diarrhée hémorragique et fébrile, donc avec une IRA plus ou moins protéinurie et hématurie. Diagnostiqué, c'est la révélation de cette toxine dans les selles et l'évolution, donc 80% elle est favorable, mais quand même 15% évolue vers l'IRC séquelaire et 5% décèdent des complications viscérales. 10% des cas, donc le CHU il est atypique ou CHU secondaire. C'est généralement les anomalies du complément, donc c'est les anomalies donc innées du complément, donc du facteur S, du facteur sérique, donc AH, du facteur I,
Et un facteur tissulaire, c'est le MCP. Il peut être d'origine paranéoplasique, donc les cancers solides, digestifs, mais aussi médicamenteuses ou bien secondaires à une grossesse. Donc le traitement du CHU typique, c'est plutôt éviter les antibiotiques bactéricides car il y aura une libération énorme de cette chigatoxine. Déclaration obligatoire avant l'âge de 15 ans. Le traitement il est symptomatique, c'est l'épuration extra-rénale si on a une aisance rénale sévère. Et bien sûr, hospitaliser le patient si on a une atteinte multiviscérale, c'est-à-dire une atteinte donc, cardiaque, une atteinte pancréatique, une atteinte digestif. Donc, il faut hospitaliser le patient dans un service de réanimation adapté. Les néphropathies vasculaires, donc des macrovaisseaux, donc on va voir la sténose des artères rénales, ou surtout on va parler de l'infarctus rénal qui est secondaire à des thromboses, à des dissections ou même à des sténoses des artères rénales. D'abord, l'infarctus rénal, donc il est secondaire à l'occlusion aiguë d'une artère rénale, soit sur une anomalie de la paroi vasculaire, donc dissection, ou sur une embolie artérielle. Cliniquement, le début est brutal, avec douleur abdominale ou lombaire, une hématurie macroscopique, plus ou moins une poussée hypertensive avec anurie à tête bilatérale ou sur un unique avec fièvre. Donc cette sténose, on peut la voir, donc si le patient il va nous dire qu'il a uriné du sang, qu'il a des douleurs abdominales ou surtout lombaires, il faut examiner le patient et voir s'il n'y a pas un souffle donc lombaire. Donc il faut bien examiner les patients. Sur le plan biologique, il y a une aisance rénale aiguë avec élévation donc, des LDH et un syndrome inflammatoire. Sur le plan diagnostic, confirmation diagnostique, généralement on fait un Doppler et on voit l'augmentation des résistances intrarénales. Là, mais plutôt l'angio-TDM et l'angio-IRM ainsi que l'artériographie, ils ont une topographie très spécialisée hein, pour aller dans l'acte chirurgical après. Là, on voit très bien, donc, un infarct, c'est plus noir, donc c'est un infarctus, donc bien étendu. Et là, sur l'IRM, donc là, il y a une sténose carrément donc d'une artère donc rénale. Donc généralement la sténose athéromateuse donc elle touche donc elle est très fréquente. Donc elle touche les hommes de 45 ans, c'est des athéromateux avec plein de facteurs de risque donc tels que l'HTA, l'obésité, le diabète et le tabac. La localisation elle est proximale près de l'ostium et souvent bilatérale avec dilatation post-sténotique avec un risque de thrombose très élevé. Par contre, la fibrodysplasie de la médiane, c'est des femmes jeunes, minces, entre 25 et 40 ans. Elle est très rare, donc de 10 à 10 moins de 10% des cas. Donc, il n'y a pas de facteur, c'est des femmes qui sont jeunes, qui font c'est très probablement quelque chose d'immunologique ou jusqu'à présent on ne connaît pas les facteurs donc les facteurs favorisant à ces lésions. Donc ce sont des lésions plutôt distales avec un aspect en collier de perles et qui sont souvent bilatérales et le risque de thrombose est très faible dans ce cas-là. Le diagnostic est surtout radiologique, donc là on voit une sténose athéromateuse des deux artères ostiales, là et là, d'accord. Et là vous voyez tout au long donc, de cette artère rénale. Donc, c'est des lésions qu'on appelle en collier de perles. Ça touche l'artère rénale droite. Alors, donc, cette sténose athéromateuse versus fibroblastique, le traitement, c'est quoi? C'est plutôt des objectifs simples, à savoir le contrôle tensionnel et prévention de la dégradation de la fonction rénale, une diminution de la morbimortalité cardiovasculaire. Et les méthodes, c'est carrément des méthodes invasives, hein. Soit une angioplastie transluminale percutanée, mais généralement ça rosténose juste après. La rosténose est très très fréquente, hein.
ou bien des chirurgies pontage aorto-rénal ou réimplantation artérielle. Et le traitement médical, on donne des antihypertenseurs. Donc, le syndrome de néphropathie vasculaire chronique, donc c'est une néphrongiosclérose et une néphropathie ischémique, le plus souvent sujet caucasien, après 50 ans, pardon, donc qui est hypertendu, qui a pas mal de facteurs de risque. Donc, sur le plan urinaire, c'est pauvre, on retrouvera une protéinurie inférieure à 1 gramme, pas d'hématurie, avec un retentissement viscéral important. Donc, c'est un patient qui a des petits reins, hein, qui a une HVG avec même une fraction d'éjection qui est basse, donc c'est un cœur qui a souffert, et des lésions au fond d'œil. On pourra même avoir des lésions de cérébrales, soit d'AVC ou bien d'AIT. Alors, la néphrogéosclérose bénigne, donc on l'a définie, c'est une néphropathie chronique d'origine vasculaire, donc c'est une ancienne HTA qui est insuffisamment contrôlée, qui peut aboutir à l'insuffisance rénale terminale. Le terrain, donc cliniquement, donc le diagnostic qui se fait cliniquement et radiologiquement, c'est des antécédents cardiovasculaires, facteurs de risque cardiovasculaire, sujet âgé, le sujet noir, le sujet obèse, plus de 50 ans, chez qui on retrouve donc une HTA ancienne, souvent mal équilibrée, et avec une hypertrophie du VG, une rétinopathie hypertensive, une insuffisance rénale chronique lentement progressive, avec un syndrome urinaire pauvre, on ne retrouve pas d'hématurie ni de leucocyturie, avec une protéinurie qui est absente, voire même modérée. Et sur le plan rénal, on fait une échographie, on retrouve que ce sont des reins qui sont soit, selon l'insuffisance rénale, hein, soit normales, soit diminuées, de taille symétrique, de contour harmonieux, sans sténose des artères rénales. Donc, ça, c'est une biopsie d'un rein chez un patient qui a une HTA, ancienne HTA, pour faire le diagnostic de la néphrogéosclérose bénigne. Donc, là en noir, donc vous voyez que l'intima, elle est bien épaissie, donc avec une fibrose donc bien marquée, d'accord. C'est toute cet épaississement va obstruer carrément les lumières et s'y associe ici une fibrose interstitielle. Normalement, les tubes ils sont l'un à côté de l'autre liés, mais là on retrouve donc une fibrose interstitielle qui nous dit que ce rein a été donc ischémié pendant longtemps et ce sont les capillaires en amont, les capillaires périvasculaires, les capillaires les vasa recta, les capillaires péritubulaires qui ont souffert et qui ont ischémié, qui ont été ischémiés et qui ont carrément donné une fibrose de cet interstitium. Le traitement, donc, c'est une association d'un ou de deux ou de plusieurs antihypertenseurs incluant un IEC ou bien un ARA2 selon le débit de filtration glomérulaire. La cible est d'avoir des pressions artérielles moins de 13,8 si l'albuminurie est supérieure ou égale à 30 mg par 24 heures. Ou bien si la cible est d'être inférieure à 14,9 si l'albuminurie est inférieure à 30 mg par 24 heures. Corriger les facteurs de risque. D'abord l'amaigrissement, arrêter plutôt cibler l'hypercholestérolémie et l'hypertriglycéridémie dans les cibles normaux avec des traitements des statines. Le régime donc alimentaire amincissant, équilibrer le diabète, d'accord, et prise en charge bien sûr des complications d'insuffisance rénale. Je pense qu'on est arrivé au terme de ce cours, donc j'espère que vous avez un peu compris et vous avez fait la différence entre les néphropathies vasculaires aiguës et les néphropathies vasculaires chroniques. Vous avez fait la différence entre les atteintes macrovasculaires, c'est-à-dire les gros vaisseaux de l'artère rénale, d'accord, qui sont secondaires donc à des pathologies donc diverses. D'accord, et les atteintes de la microvascularisation. D'accord. Eh bien, si vous avez compris, c'est bon. Si vous avez des questions, donc à vos claviers,
pour me poser, pour me faire des commentaires ou me faire des propositions, hein, ou si vous avez des cours que vous n'avez pas compris, on peut les voir ensemble. D'accord? Merci, à la prochaine conférence. Au revoir.